Cette année, j'ai pas vu énormément de films, mais j'en ai vu quand même qui m'ont énormément marqué. J'ai eu l'occasion d'aller à des festivals de cinéma aussi qui m'ont permis de voir des choses que je pouvais pas forcément voir en cinéma, le cinéma de ma ville, etc. Donc je vais vous parler de 10 films aujourd'hui que j'ai sélectionnés. Ça tombe bien parce que c'était les seuls 10 films qui m'ont marqué en fait de cette année, qui m'ont vraiment vraiment marqué, qui m'ont vraiment fait quelque chose. Donc voilà, on va commencer pour mon petit top 10 des films de 2016. On va commencer avec le film Premier Contact de Denis Villeneuve. Alors en fait, Denis Villeneuve, j'avais vu... je crois que le premier film que j'ai vu de lui, c'était Prisoners. Ensuite, j'ai vu Enemy. Ensuite, j'ai vu son court-métrage Next Floor. Et ensuite, j'ai vu qu'il avait sorti Sicario l'année dernière, je crois, il me semble. Et là, il sortait Premier Contact. Alors, j'avais pas vu Sicario, mais j'avais vu tous les autres. Et j'aimais vraiment, vraiment son univers et sa manière de réaliser, etc. C'était vraiment un des réalisateurs que j'appréciais le plus, de notre époque en tout cas. Et quand j'ai vu la bande-annonce de Premier Contact, je me suis dit... J'irai pas voir ce film ou il me plaira pas du tout. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Dr. Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont les... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant? Y compris maintenant? Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Prêt? Sincèrement, le film me tentait pas du tout en fait quand j'ai vu la bande-annonce. Et c'est un de mes meilleurs potes qui m'a dit... il est vraiment énorme, fonce le voir et tout. Et du coup, j'y suis allé. Et dès les premières secondes du film, quand j'ai entendu la musique de Max Richter, je me suis dit je vais aimer ce film. Clairement, parce que Max Richter c'est un de mes compositeurs préférés, si ce n'est... dans mon top 3, si ce n'est le compositeur que je préfère, je dirais, parce que j'aime vraiment toutes ses musiques à Max Richter, tous ses albums, tout ce qu'il fait. Je tombe vraiment dans son univers à fond. Et en fait, du coup... direct avec ce film Premier Contact, j'étais déjà dans le film dès les premières secondes et je me suis dit c'est pas ce que la bande-annonce montre. En fait, la bande-annonce fait plus blockbuster, film d'action et tout, un peu genre fin du monde et tout. Mais en fait, le film se résume pas du tout à ça et franchement, il y a tellement de choses plus intelligentes dans le film que ce que peut montrer la bande-annonce. Je vais pas vous spoiler, mais le film traite vraiment de choses pas habituelles et pour une fois en SF, j'arrive à me plaire et à me retrouver dans un film de SF qui peut être vraiment proche de la réalité et qui d'ailleurs est proche de la réalité. Les points que j'ai aimés dans ce film, si on parle pas de la musique, parce que dans la musique il y a la musique de Max Richter, mais il y a aussi un des compositeurs avec qui Denis Villeneuve a déjà travaillé auparavant, c'est Johan Johansson, et j'adore aussi ce qu'il fait, son boulot c'est vraiment énorme. Et du coup la BO est juste à tomber par terre pour moi, j'adore. Mais sans parler de ça, vraiment, il y a vraiment tout un univers qui est créé et toute une sorte de fausse route qui nous est montrée pendant tout le film. Et ça, c'était plutôt intéressant parce que il y avait beaucoup de plans en règle des tiers qui n'étaient pas... des plans de dialogue en règle des tiers qui n'étaient pas respectés, où les personnages étaient souvent éloignés les uns des autres par rapport à l'actrice principale, etc. Et il y a vraiment des trucs, il y a vraiment des points intéressants comme les retours dans le passé en fait, où le passé est filmé avec des couleurs assez chaudes et le présent a des couleurs assez froides. Au niveau des sortes d'aliens, d'extraterrestres qui sont présentés dans le film, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir avec les gros aliens avec les grosses têtes, les gros yeux, etc. Pour résumer un peu l'histoire, c'est une femme qui est traductrice. En fait, c'est considéré comme étant une des meilleures traductrices du pays, enfin des États-Unis en gros. Et en fait, elle donne des cours à ses élèves, etc., de traduction, etc., de langue. Et un jour, il y a des sortes de gros vaisseaux, il y a 12 vaisseaux qui débarquent sur Terre, des sortes de vaisseaux dont on ne connaît pas la structure et ce qu'ils contiennent. Les services secrets vont lui faire appel en fait à cette femme pour essayer de déchiffrer ce qu'ils ont pu retrouver à l'intérieur de ces vaisseaux. En gros, essayer d'établir un premier contact
avec justement ces sortes d'extraterrestres. Sachez que vous risquez d'être surpris par le film si vous avez déjà vu la bande-annonce. Et il y a beaucoup plus de sens dans le film que la bande-annonce peut nous le montrer. Je pense notamment à des petits éléments moi qui m'ont marqué. C'est par exemple, je vais pas vous en dire plus, mais on le voit dans la bande-annonce, donc de toute façon c'est pas une grande nouvelle. Mais les aliens en fait ils parlent avec des sortes, leur manière de parler c'est des sortes de cercles. Ils produisent en fait des sortes de cercles avec des variations de petites ramifications sur tout le cercle, etc. Il y aura le thème du temps dans le film, et c'est un thème, le temps sera présenté comme cyclique un petit peu en fait. Et ce que j'ai trouvé vraiment très très bien et très intelligent, c'est que pour en revenir à la musique de Max Richter, elle apparaît au tout début avec un plan qui se répétera aussi à la fin et avec la même musique, et du coup ce qui permet de faire une sorte de film cyclique. Et justement c'est ça que j'ai trouvé vraiment aussi intéressant, le parallèle entre tout ce qu'il y a dans le film, en fait tous les éléments sont liés, etc. les uns les autres. Et du coup voilà, allez voir ce film, s'il vous plaît, Denis Villeneuve, j'adore, et voilà. Bref. On va passer au film suivant, et on parlait de Captain Fantastic de Matt Ross. Donc j'ai déjà fait un épisode de Frames là-dessus, où je disais que clairement ce film, je l'avais vraiment vraiment beaucoup aimé, parce que c'était vraiment pas du tout le genre de film que j'ai l'habitude de voir en cinéma, ou même en film, enfin voilà, c'est un film inhabituel, mais avec une structure quand même assez commune, mais c'est surtout son sujet et la manière de le traiter qui est vraiment intéressante. En gros, pour vous raconter un petit peu ce qui se passe dedans, c'est une famille, donc un père enfin un homme et sa femme décident d'élever et d'éduquer leurs enfants à l'écart de la société, dans la forêt et dans la nature en gros. Et donc on suit leur mode de vie qui est très peu habituel, mais on voit qu'ils arrivent quand même à apprendre beaucoup de choses, et peut-être qu'ils en apprennent plus que les gens dans la société. Our children shall be philosopher kings. Makes me so indescribably happy. Et voilà, c'est ça qui est vraiment super intéressant. Dans le film, ce qui est vraiment super intéressant, c'est les dialogues et la manière, et la mise en scène aussi. On arrive vraiment à rentrer dans leur monde à eux, à l'écart de la société, et en fait on se rend compte que les méthodes de la société et d'éducation et d'apprentissage, etc., qu'on a nous dans la société, c'est vraiment... c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux du tout d'ailleurs. On peut voir qu'il y a d'autres moyens de vivre en fait, d'autres moyens d'apprendre et d'éduquer ses enfants, etc. Et vraiment, il y a vraiment des passages qui sont vraiment intéressants pour ça, où justement, eux, en tant qu'un petit peu indigènes, ou je vais pas dire indigènes, mais ils vivent vraiment à l'écart dans la forêt, etc. Ils rencontrent des gens qu'ils connaissent ou qui connaissaient auparavant, qui eux vivent dans la société, et on voit justement les confrontations qu'il peut y avoir en fait, les désaccords et les préjugés que les gens de la société ont sur ceux qui ont un mode de vie différent de la société en fait. Right now, this is your first real test. Remember your training. They have hot dogs. What's cola? Poison water. Well, I'm so happy that our family is together. It's all local and organic. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? There's a rotisserie chicken, so you buy it it's already dead. Et voilà, ça c'est vraiment intéressant, même l'ambiance musicale, etc. Il y a un moment où ils chantent tous dedans. C'est vraiment une humeur vraiment super... ça met vraiment de bonne humeur ce film, et ça donne vraiment un coup de boost, etc. Ça donne vraiment un coup de boost. Même les musiques de Sigur Rós sont vraiment énormes. Ça met clairement une ambiance de fou. Et les plans de nature sont super intéressants. Les cadres sont vraiment beaux et tout. C'est vraiment un film qui donne beaucoup d'espoir et qui donne envie de changer des parcelles de la société, qui donne envie de changer de mode de vie aussi. Et les acteurs sont aussi terribles. Viggo Mortensen dans son rôle est parfait. Et même ce qui est marquant, comme je l'ai dit avant, c'est les dialogues. Il y a un moment où Viggo Mortensen parle à son fils et il lui fait une sorte de discours un petit peu sur les femmes, sur comment son fils doit s'y prendre avec les femmes. Et c'est vraiment un discours qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude d'entendre dans nos sociétés. Nous, c'est plutôt des discours un peu machistes, misogynes et tout ça. Et là, vraiment, c'était vraiment un discours très très humain et qui venait vraiment du cœur, et surtout pour son fils.
il essaye de donner la meilleure éducation à son fils. Et dans ce film, c'est vraiment une leçon de vie. Ce film est vraiment une leçon de vie, en fait, voilà. Ensuite, on va parler de Mademoiselle de Park Chan-wook. Alors, Park Chan-wook, tout le monde a vu Old Boy de Park Chan-wook, hein, y a pas de question à se poser, voilà. C'est un réalisateur coréen, comme d'autres réalisateurs coréens, il fait des très bons films. Et je m'étais dit, avec Mademoiselle, j'avais vraiment hâte de voir Mademoiselle. Et du coup, je suis allé le voir au cinéma, et j'ai pas été déçu du tout, en fait. C'est encore une ambiance très très sombre, un peu glauque, particulière, etc. Mais c'est du Park Chan-wook, c'est du cinéma coréen, et on aime ça, et c'est très très bien réalisé, il y a rien à dire en fait. Alors pour le synopsis, on suit 2 femmes, une qui est un peu comtesse, je crois, un truc comme ça, et l'autre qui est censée être un petit peu sa mademoiselle, la mademoiselle aux petits soins en fait. Et on va suivre ces 2 personnages, on va apprendre en 3 parties, parce que le film est divisé en 3 parties. On va apprendre en 3 parties des choses sur leur passé, etc. Et sur d'autres personnages qui vont arriver dans le film. Mais comment décrire ce film, je sais pas vraiment. C'est vrai que le scénario est tellement complexe et tellement bien fait que j'ai vraiment du mal à donner un synopsis à ce film-là. Mais en tout cas, c'est très très bien comme film. Je veux dire que les cadres sont vraiment tous super bien. Il y a vraiment de l'intelligence dans chaque cadre, du début à la fin. Les 3 parties sont vraiment différentes, il y a des différences de rythme entre chaque partie. On voit l'évolution et tous les retournements de situation qu'il y aura avec chaque personnage. Et vraiment, le scénario, c'est parfait, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment terrible. Allez voir ce film, ou regardez-le, parce que de toute façon, je pense plus qu'il est au cinéma. Bref, voilà, on va passer au film suivant, qui est un film russe, qui s'appelle Le Disciple, et qui est réalisé par Kirill Serebrennikov. Я все, что угодно готов сделать ради Господа. Даже погибнуть. А ты? У этого парня серьезные проблемы. Ой, кажется, дома кому-то та-та будет. Вы от мира сего, а я не от всего мира. Ну, естественно, мальчик растерян, мальчик испуган. Я был нормальный, трудный подросток. А теперь он, знаете, сдурел. Он вообще не здоровается. Бог будет судить тебя, мамочка. Давайте сейчас все успокоимся. Бесы в тебе сидят, Веня. Я просто должна его понять, вот и все. Она с самого начала была против меня и моего христианства. Он просто провоцирует. Вы совершенно не знаете, что это за человек. Потому я объявляю войну безнравственности, ибо Господь говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. Ты достала меня уже! А ты подставь другую щеку. Я и по ней ударю. Заткнись, тварь! Он вообще считает, что скоро конец света. Не мир пришел я принести, но меч. Я все, что угодно готов сделать ради Господа. А ты? Alors ce film, je crois pas qu'il est passé dans les cinémas en France. Si c'est le cas, très peu. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir au Festival de cinéma de Sarlat, où j'ai découvert ce film avec un faible engouement, on va dire. Au début du film, je trouvais que les plans étaient intéressants, que c'était pas mal, mais je trouvais ça vraiment très très centré autour de la religion, et vu que j'aime pas trop ce genre de débat et ce genre de situation où les personnes sont un peu fanatiques. Là, c'était le cas dans le film où le personnage principal change totalement son mode de vie pour se consacrer vraiment à la religion, à Dieu, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il est fanatique. Et au début, on le suit un petit peu lui, en fait, et on se dit on essaye de le comprendre, en fait, on essaye de le raisonner. Et au fur et à mesure du film, on le raisonne de moins en moins et on le comprend de moins en moins et on s'écarte vraiment de la religion, parce qu'on voit vraiment en fait
où ça peut nous mener quand on y croit à 100% en fait. Je critique en rien les religions ni rien, mais ce film-là, si on doit parler des religions et des problèmes que cela peut poser, ce film-là est vraiment parfait. C'est c'est le film en fait qui traite au mieux la religion pour moi, et vraiment ce film m'a totalement marqué parce que c'est un film russe et qu'il y a des plans qui sont juste des tableaux en fait, c'est tellement beau que c'est des tableaux. Il y a des plans séquences qui sont incroyables, les mises en scène qui sont incroyables, les acteurs sont incroyables, les musiques c'est pareil, tout est incroyable dans ce film et je comprends pas pourquoi, enfin si je comprends en fait, pourquoi il a pas été distribué, enfin voilà. Bref, si un jour vous trouvez ce film si un jour vous voulez acheter ce film ou le trouver, etc., parce que à mon avis il passera pas en cinéma, etc., je vous conseille très très fortement ce film. Vraiment, il vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part qu'il est ouf ? Pas grand chose en fait. Enfin si, plein de choses, mais en fait non. Bref, le prochain film, certains d'entre vous l'ont certainement déjà vu, je pense fortement d'ailleurs, c'est Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Alors, un conseil, si vous n'avez pas vu ce film, et pas vu la bande-annonce, ne regardez pas la bande-annonce, parce que moi, l'expérience du film m'a été un petit peu gâchée par la bande-annonce en fait, parce que la bande-annonce raconte vraiment beaucoup de choses, si ce n'est quasiment une très très grosse ou quasiment tout le film en fait. J'ai été moins marqué que ce que j'aurais pu être, je pense. Et du coup, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, mais de pas forcément regarder la bande-annonce. Sauf si vous l'avez déjà fait, c'est un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Alors, Xavier Dolan, mon cher Xavier. Le premier film que j'ai vu, Mommy évidemment, tout le monde l'a vu, hein, n'est-ce pas ? La bande-annonce me plaisait, je me suis dit ouais, ça peut être sympa et tout, le format et tout, je me dis ah c'est marrant, un truc carré et tout. Et on m'a dit ouais, va voir ce film et tout. Et je suis allé voir ce film, et en fait, pendant tout le long, j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus dans le sens où je versais les larmes de mon corps, et genre le film m'a totalement marqué. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre la psyché du film en fait, mais en tout cas, c'est un de mes films préférés, et il m'a marqué, et je saurais pas vraiment dire pourquoi. Et depuis ce jour, je me suis vraiment intéressé au cinéma de Xavier Dolan. Du coup, j'ai regardé J'ai tué ma mère juste après, que j'ai vraiment adoré, et je me suis retrouvé avec les mêmes problèmes que je pouvais avoir moi avec ma mère. Et j'ai ensuite regardé Les Amours imaginaires et Tom à la ferme, et j'ai bien aimé tout ça. Et ensuite il a sorti cette année Juste la fin du monde. J'ai des attentes de Xavier Dolan quand je vais voir ce film, surtout quand on voit le casting avec Marion Cotillard, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel, Léa Seydoux. On se dit waouh, ça pique un peu quand même le casting. Et on se dit merde, comment il a pu mettre ça en scène, etc. Préviens du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond ? Ça pourrait être agréable. On rentre dans le film avec une puissance, le film est tellement puissant en fait, c'est incroyable. Il a choisi, Xavier Dolan, de cadrer la plupart la plupart de ses plans en plans très très rapprochés, les gros plans, très gros plans. Et en fait, on est vraiment à fleur de peau des personnages, à fleur de peau de leur âme en fait, de leur aura, de leur être en fait. Et on est vraiment plongé au plus profond de chacun des personnages, aussi puissants les uns que les autres. Et on suit Gaspard Ulliel qui est extraordinaire, comme tous les autres persos et tous les autres acteurs du film d'ailleurs. Pour le synopsis, c'est Gaspard Ulliel, donc le personnage de Gaspard Ulliel, qui n'a pas vu sa famille depuis 15 ans, et qui va leur annoncer sa mort en fait, parce qu'il va bientôt mourir. Et en fait, ce qui lui fait peur, c'est d'affronter sa famille en fait, qu'il n'a pas vu depuis 15 ans, et de voir comment eux vont l'accueillir et comment ils vont accueillir ce qu'il va leur dire. Donc voilà, ce film est très puissant, il est très chaleureux et très froid en même temps. Je vois rarement des films où c'est cadré de si près, surtout pendant une bonne partie du film. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de Xavier Dolan, mais il faut arrêter, voilà, faut regarder ces films, c'est tout. Le prochain film est un film de Nicolas Winding Refn, et il s'appelle The Neon Demon. Beaucoup d'entre vous l'ont vu, je pense. L'avez-vous aimé, je ne sais pas. Je sais que Nicolas Winding Refn est un réalisateur qui divise beaucoup, mais personnellement pour moi c'est un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est le réalisateur préféré que j'ai, je veux dire dans cette époque-là, dans notre époque.
The Neon Demon, c'est l'histoire d'une ado de 16 ans qui se lance, entre guillemets, qui veut se lancer dans le mannequinat à Los Angeles. Et en fait, elle a plus de parents, etc. Et elle veut se lancer là-dedans. Et en fait, tous les gens vont vouloir se l'arracher par sa beauté, enfin à cause de sa beauté, en fait. Elle est tellement belle, elle rejette tellement quelque chose que tout le monde la veut pour elle ou pour lui. Tout le monde la veut, tout le monde la désire, tout le monde veut l'utiliser. Et en fait, on va suivre un peu cet univers malsain, cadavérique, qui est le mannequinat, et cet univers de possession, de destruction aussi. Et voilà, ce film est vraiment très très bon parce qu'il parle d'un sujet qu'on parle pas forcément habituellement. Il le traite avec douceur et brutalité. Et ce film est classé en tant que film d'horreur, et ça peut être le cas, oui, effectivement. Il est très violent, psychologiquement surtout, et visuellement aussi. Mais encore une fois, on pardonne tout à Nicolas Winding Refn et à son compositeur Cliff Martinez, avec qui il a déjà travaillé auparavant sur Drive, on peut penser à Drive, ouais, effectivement. Et en gros, le duo est vraiment parfait. Enfin, je veux dire, tous les plans, tous les plans de Nicolas Winding Refn sont parfaits. Les couleurs, les lumières, tout est recherché, tout est maîtrisé, tout est esthétique. C'est vraiment un cinéma très esthétique, NWR. Et la musique un petit peu électro-sombre, New Wave de Cliff Martinez colle super bien avec ce genre d'ambiance et ce genre d'image. Surtout que là, il y avait vraiment une tension pendant tout le film. C'est vraiment un duo qui marche en fait. Voilà. Donc regardez ce film absolument, et regardez tous les autres films de Nicolas Winding Refn. Le prochain film est un film que j'ai vu au cinéma, et peut-être qu'il est passé dans vos cinémas à vous aussi. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Je pensais aller voir un film banal qui m'allait me plaire. Et en fait, ça a été beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est tombé directement dans mes films préférés en fait. Et je vais vous parler aujourd'hui de Soleil de plomb de Danibor Matanić. Ce film a une structure pas du tout habituelle. Je le dis à chaque fois dans les trucs que je dis depuis tout à l'heure, c'est pas habituel, c'est peu commun et tout. Mais là vraiment, en fait, on est un petit peu, on est dans une structure en 3 parties, pas comme Mademoiselle, mais en fait c'est vraiment 3 parties distinctes en fait, où c'est pas, on part d'un point A et on va à un point B, mais il y a 3 parties. C'est vraiment 3 parties qui vont de A à B en fait, chacune. Et chaque partie, en fait, c'est comme chaque partie. En fait, c'est comme si on avait une histoire. On prend une histoire, et en fait, c'est 3 fois la même, enfin 3 fois les mêmes personnages, les mêmes décors, les mêmes problèmes un peu, mais avec des événements, des situations différentes. Et en fait, le film, dans la bande-annonce, il me semble qu'il y a marqué 3 histoires ou 3 époques, 2 nations et un amour. Et en fait, on va suivre des personnages principaux pendant 3 époques différentes, mais il y aura toujours un conflit, en fait, un conflit entre les 2 nations. Il me semble que c'est la Serbie et la Croatie, enfin je sais plus, je veux plus dire de bêtises. Et il y a un seul amour, en fait, qui perdure ou pas dans ces 3 histoires, entre 2 personnages ou entre d'autres personnages. Bref, je vous en dis pas plus. Mais vraiment, en fait, quand on connaît pas ça dans le film, et qu'on arrive et qu'on regarde le premier, enfin les 3 premiers quarts d'heure du film, on se dit ouais et tout, c'est cool.
C'est super beau, c'est super bien, la musique, l'ambiance, tout est super bien. Et d'un seul coup, en fait, il se passe des trucs de ouf. Ensuite, dans la partie d'après, qu'on ressent pas forcément, parce que les parties, il me semble qu'elles sont pas vraiment distinguées, mais on se retrouve dans la minute d'après, à une époque différente, et les personnages n'ont pas du tout les mêmes relations. Et là, on se dit, bah merde, qu'est-ce que je viens de voir, et je comprends plus rien. Et en fait, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du film, on s'en prend plein la gueule. Déjà, dès le début, on s'en prenait plein la gueule. Mais là, vraiment, on a des métaphores en fait, c'est à la fin du film, et quand tu vois tout ça, quand tu vois tout le film, que tu te dis, il a voulu dire ça, là, il critique ça, là, il parle de ça, là, il y a de l'amour, et là, il y a des tensions, il y a des choses qui se brisent, des choses qui se lient, il y a une histoire de guerre, il y a une histoire de confrontation, de respect, de non-respect. Il y a tellement de choses dans les 3 époques différentes qui sont liées et en même temps détruites. C'est vraiment... Comment parler de ce film, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un film exceptionnel et à voir. Pour moi, il est vraiment à voir. Les plans sont vraiment intelligents et ils parlent tous d'eux-mêmes, en fait, les plans. Un plan parle, et ça, c'est vraiment super bien. Surtout quand on a un film assez complexe comme ça, avec une structure assez complexe, que les films arrivent à... Enfin, que les plans, arrivent à parler par eux-mêmes, en fait, ça c'est vraiment ouf, et je recommande ce film pour ça et pour tout ce que j'ai dit auparavant. Ensuite, on va parler d'un film que beaucoup d'entre vous ont entendu parler pour la polémique de DiCaprio, où il a eu l'Oscar. On va parler de The Revenant de Alejandro González Iñárritu. Voilà, Alejandro González Iñárritu. Bref, DiCaprio a eu son Oscar, il a une performance de ouf sur ce film, comme d'ailleurs sur tous ses films avant. Mais bref, là, on arrivait dans quelque chose de assez extraordinaire, assez spectaculaire comme film. Comme a l'habitude de faire ce réalisateur, Iñárritu. Comme dans Birdman par exemple, que vous avez certainement vu, avec tous ces plans séquences, toute cette mise en scène qui est extraordinaire. Là, on est encore retombé dans un film avec des plans séquences qui s'arrêtent jamais, et d'ailleurs on est content qu'ils s'arrêtent jamais, parce qu'on s'en prend plein les dents, et on voit des plans, des paysages, des couleurs qui sont juste incroyables, et pour moi, clairement, le directeur de la photo, il me semble que c'est Lubezki. Pour moi, c'est un des meilleurs directeurs de la photo. Il fait à chaque fois du boulot de fou, et sur ce film-là, c'est vraiment des plans, des images tout très très épuré et très très naturel, des plans naturels, proches de la nature, proches de l'homme. On suit le périple de DiCaprio dans le rôle de Hugh Glass. Donc Hugh Glass et sa bande sont en train de chasser, ils récupèrent des peaux d'animaux, etc. pour les revendre et tout ça, pour se faire de l'argent. Et ils se font attaquer par des indigènes, ensuite ils vont devoir s'écarter de tout ça, fuir dans la forêt, etc. Donc ils vont dans la forêt, et DiCaprio se fait attaquer par un ours, et un de ses camarades décide de le laisser alors qu'il est encore en vie, il décide de l'enterrer presque vivant. Et en fait DiCaprio ne meurt pas, et il sort de sa tombe. Je vous en dis pas plus. Voilà, la seule chose à laquelle il pense, c'est la revanche. Il veut se venger. Et voilà, il y a des choses que je vous dis pas, mais là au moins je vous dis des choses qui sont dans la bande-annonce, donc si vous... Je sais que c'est une grosse partie du film quand même, mais bon, on a tous vu la bande-annonce, et on a tous kiffé tout le film en entier, donc on va pas se plaindre, ok ? En fait, faut juste voir ce film, c'est tout. Le prochain film, un réalisateur que vous connaissez tous par... Ces films où vous avez tous forcément vu un de ces films. De qui je parle? De Quentin Tarantino, et on va parler de Les 8 salopards. Et oui monsieur, Les 8 salopards. What make a man brave a blizzard, kill in cold blood? I'm sure I don't know.
you'd be surprised what a man would do. Starting to see pictures, ain't you? Got room for one more? I ain't too anxious to be handing out rides. Real trusting fella, huh? Not so much. You no way I'm spending a couple of nights under a roof with somebody I don't know who they are. Okay, everybody, hear this. I'm taking this woman to hang. Reward's $10,000. That money's mine, boys. Oh, that's interesting. Yeah. Hold on! You think I'm in cahoots with that fella or her? That's my problem, boy. I don't know. One of them fellas, they'll kill everybody in here. Now we're talking. Let's slow it down. Let's slow it way down. When you get to hell, tell him Daisy sent you. You don't done that! No one said this job's supposed to be easy. Nobody said it's supposed to be that hard, neither. Et ce film est bien, comme tous les films de Tarantino, sauf quelques-uns, mais voilà. On l'attendait encore, une sorte de western, encore un peu comme il avait déjà fait un peu avant. Mais encore, c'est la manière d'écrire, c'est les répliques des personnages qui sont ouf, et c'est Tarantino, quoi. C'est Tarantino. On sent, ça pète dans tous les sens, il y a du sang partout, mais je veux dire, c'est pas des films d'action débiles, etc. Il y a vraiment de la mise en scène, il y a vraiment des plans, il y a vraiment des acteurs, des vrais acteurs, des personnes qui jouent, quoi. Et les répliques sont juste mythiques à chaque fois. Pour résumer un peu l'histoire, c'est un peu complexe, donc voilà. Démerdez-vous, de toute façon vous l'avez tous vu, vous connaissez Tarantino, donc j'ai rien à vous apprendre, vous voyez ce film, c'est tout. Il y a un procédé qui m'a marqué dans ce film, en fait c'est un procédé à double lentille, en fait à double optique, et en fait ce que ça fait, c'est que on a un personnage dans l'arrière-plan, un personnage au premier plan, et les deux sont nets. Alors qu'entre les deux c'est flou. Alors on se dit merde, c'est impossible. Mais en fait c'est possible, et Tarantino l'a fait. Il y a déjà eu dans certains films où c'était déjà comme ça, il y a eu déjà des procédés comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait comment il a pu faire ça, et je connaissais pas du tout. Et d'ailleurs je connais toujours pas encore beaucoup, mais je vais me renseigner et ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, merci Tarantino. On apprend avec les personnages le passé des autres persos, et on découvre beaucoup de choses sur l'histoire. Et voilà, le scénario est encore paré, et encore super bien. Ça finit, je ne vous dis pas comment, mais vous savez comment ça se passe avec Quentin Tarantino. Bref, regardez ce film, il est vraiment super bien. Alors, pour finir, on va parler du film Le Temps des Rêves de Andreas Dresen. Ich kenne einen Kinderreim. Ich summe ihn vor mich hin, wenn alles anfängt, in meinem Kopf verrückt zu spielen. Manchmal fange ich einfach an zu summen und merke es nicht einmal, weil in meinem Kopf die Erinnerungen tanzen. Die an die Jahre, in denen alles anders wurde. Krachelt beim ganzen Haus. Wir üben hier. Und das sind alles meine Freunde. Wir sind Disco-Besitzer. Jetzt ist es wahr geworden. Das sind die Größten. Du wolltest uns also den Abend versauen? Hautkopf? Die wollen unseren Club übernehmen, Dani. Pass auf, Dani ist noch hinter dir her. Wegen der Kleinen. Du musst vergessen, ich mach dich kaputt. Ich bin schlecht und du bist gut, Dani. Du bist mein Traum. Lauf, Dani. Worauf sind wir auferstanden? Ausruhen! Das Beste kommt noch, Rico. Hast du Schiss? Ich hab nie Schiss.
Es gibt keine Nacht, in der ich nicht von all dem träume. Und jeden Tag tanzen die Erinnerungen. Ich kenne einen Kinderreim. Ich summe ihn vor mich hin, wenn alles anfängt, in meinem Kopf verrückt zu spielen. Que j'ai vu en 2015 au Festival de cinéma de Sarlat. Donc pas cette année, mais l'année dernière. Enfin, plutôt il y a 2 ans maintenant, vu qu'on est en 2017. Mais en fait, oui, je suis allé 2 ans de suite au Festival de cinéma de Sarlat. Donc j'ai eu l'occasion de le voir en 2015, donc je l'inclus dans les meilleurs films de 2016, parce qu'il est sorti en 2016 au final. Mais ce film m'a marqué, peut-être parce que quand j'étais au festival en 2015, et que j'avais vu plein d'autres films, je trouvais que ça c'était vraiment un peu tout dans la banalité, et je me disais que le cinéma et les films qu'on voyait à ce festival-là, à cette époque-là, me disaient que les films n'osaient pas assez. Il n'y avait pas assez d'ambition, il n'y avait pas assez de réa qui disaient allez on essaye ça, allez on se lance et tout. Et quand on est allé voir Le Temps des Rêves, j'étais avec des potes et on était au premier rang, il me semble, on était au tout premier rang de la salle de cinéma, on avait la tête comme ça, on était devant l'écran. Et au début du film on s'est dit vas-y ça va être pourri d'être là au premier rang, on va avoir trop mal au cou, on va être trop mal. Et en fait je pense que c'est un peu une des meilleures expériences cinématographiques que j'ai vécues, parce qu'en fait le fait d'être au premier rang, ça nous a complètement marqué en fait. Le film avait une puissance sur nous, il était supérieur à nous en fait, enfin comment dire ça, il avait beaucoup plus de puissance en fait, comme un plan en contre-plongée, là c'était un peu le même délire, sauf qu'on regardait un film en fait. Et en fait ce film critique tellement de choses, et il parle de tellement de choses et c'est tellement bien fait que ça en devient ouf. Et c'est un film allemand, ça parle de communisme, il y a beaucoup de critiques là-dessus à certains niveaux, et c'est vraiment très très bien traité. Et en fait l'histoire c'est l'histoire d'une bande de potes de jeunes etc. qui se connaissent depuis toujours, qui ont toujours évolué ensemble, et ils décident de créer leur boîte de nuit etc. Mais en fait dit comme ça c'est pourri, mais en fait c'est tellement bien, et je peux pas vous en dire plus parce qu'en fait ça tourne un peu autour de ça, mais il y a tellement de choses qui se passent, tellement de ramifications, que du coup je vous raconterai trop d'éléments sur le film. En fait ce que j'ai vraiment bien kiffé dans ce film c'est son ambiance violente en fait. C'est les titres, il y a beaucoup de titres dans le film. Comme vous pouvez le voir dans les courts-métrages que j'ai déjà fait, je mets aussi pas mal de titres. Et je me suis inspiré, notamment pour mon court-métrage Lou, je me suis pas mal inspiré de ça. Et les titres sont vachement marquants, et c'est vraiment cool. Rien que le titre, Le Temps des Rêves, on se dit mais de quoi ça parle? Et quand je vous dis oui mais c'est des jeunes qui veulent faire une boîte de nuit, vous me dites mais en quoi ça a rapport avec Le Temps des Rêves? Mais en fait c'est pour ça que je vous dis que je peux pas vous en dire plus sur le synopsis, c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de choses que ça. Et voilà, il y a des scènes qui sont figées dans le temps, comme on peut l'indiquer le titre, mais il y a vraiment des scènes qui sont ouf. Je pense notamment à une scène dans la boîte de nuit où il y a un moment où il y a quelqu'un qui sort un fusil, qui sort un gun, et il regarde, et il le pointe sur un autre gars, et là la boîte de nuit, la musique s'arrête, il y a tout qui s'arrête, et la seule chose qu'on voit merde. Et la seule chose qu'on voit, en fait, c'est le visage des personnages, mais de manière stroboscopique, en fait, parce qu'il y a qu'un stroboscope qui marche dans la boîte de nuit, un stroboscope blanc qui s'allume et qui s'éteint. Et on voit les persos, tout le monde figé autour, et les persos qui sont comme ça, l'un en face de l'autre, et on voit leur visage apparaître au fur et à mesure, enfin, à chaque seconde, et après on les voit disparaître. Genre, ce genre de plan, c'est vraiment poseur d'ambiance. Et ça met vraiment une claque de la manière dont c'est filmé, même par rapport à toute l'histoire qu'il y a avant, c'est surtout ça. Même il y a des scènes au ralenti qui sont vraiment incroyables, où vraiment on tombe dans une sorte de rêve un petit peu. Il y a beaucoup de choses comme ça qui me font penser au rêve dans le film. Dans ce film il y a encore des musiques de Max Richter, oui encore, et ça fait encore de l'effet, et c'est encore ouf. Je sais pas si vous aurez l'occasion de voir ce film, parce que, à mon avis, il va avoir très peu de distribution, et il en a déjà pas eu en France, je pense. Si vous l'avez vu en cinéma, c'est que vous avez vraiment de la chance, je pense. Mais si vous trouvez un moyen de l'acheter, de le télécharger, ou enfin, regardez ce film, quoi. Clairement.
Regardez ce film. Voilà pour mes 10 films préférés de 2016. J'espère que vous avez vu pas mal de ces films ou que vous comptez les voir. Parce qu'en tout cas, moi, je vous les conseille vivement. Si vous avez des films à me conseiller, vous, n'hésitez pas, envoyez-moi plein de films et tout. Je suis très très ouvert. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bye.